tout entrepreneur a un carburant, une énergie. Donc, euh, l'énergie, pour certains, c'est la douleur, pour d'autres, c'est la revanche, pour d'autres, pour moi, c'est la pauvreté. Je veux quitter la pauvreté à jamais. Pour certains, c'est parce qu'on les avait tapés quand ils étaient petits, ils veulent maintenant gagner. Tout ça, c'est bon. Pour d'autres, par exemple pour des femmes, c'est parce que l'ancien mari te traitait mal, il pensait que tu ne vaux rien. Je veux dire, c'est tout ça qui peut être l'énergie. Parce que quand tu n'as pas ça, tu ne vas pas évoluer. Bonjour à tous et bienvenue dans la session d'aujourd'hui, notre podcast qui fait son bout de bonhomme de chemin. Donc, nous sommes à la quatrième édition et c'est le podcast MF Inspires Millions pas de géants. Et comme vous le savez, notre objectif, parmi tant d'autres, c'est d'aller dénicher des gens de par le monde qui veulent faire les choses différemment, au-delà des difficultés, des réalités que nous avons. Des gens qui veulent quand même faire la différence, inspirer d'autres personnes et aller au bout de leurs idées. Nous avons fait le tour un peu de quelques coins au Canada et nous avons décidé aujourd'hui de prendre l'avion, première classe, pour aller dans un autre pays que on avait les yeux depuis sur un monsieur et aujourd'hui on a pu le tirer du lit pour lui soutirer quelques questions et quelques réponses. Si je dis qu'il est jardinier, je dis qu'il est sportif, il est rappeur, il a fait des chansons, vous n'allez pas me croire, mais au moment d'éditer la vidéo, je vais mettre les preuves de ce que je dis. Et si je dis qu'il est coach, je dis qu'il a été développeur, qu'il est toujours formateur. Jusque-là, vous ne serez pas, vous ne trouverez peut-être pas, mais quand je dis Papa Nankou Kao, si vous n'avez toujours pas trouvé, c'est que c'est que vous n'êtes pas connecté. Alors, Papa Zankou Kao, bonjour et bienvenue. Bonjour mon cher Maoussé. Ça fait plaisir de te voir et ça fait surtout plaisir de voir comment tu progresses aussi. Ça fait du bien. Alors, commençons par le commencement. C'est quoi cette histoire de Papa Nankou Kao? Parce que j'aurais appris que même sur ton passeport, tu es en train de faire les démarches pour changer le nom. C'est papa, c'est maman, c'est quoi Papa Nankou Kao? Bon, tu sais, c'est le mouvement, hein. Papa n'a un coup KO juste pour dire que si vous voulez réussir, en tout cas dans mon domaine d'activité, je suis le père de la réussite dans tout ce qui concerne la gestion de projet et services. Donc alors pourquoi papa n'a un coup KO? C'est un peu mon feeling du Lingala et puis plus, tu sais, côté marketing, il faut toujours créer des concepts pour faire la différence. Donc on s'inscrit un peu dans cette logique. Mais bon, il y a des résultats qui confirment la légitimité de ce nom. Donc jusqu'à présent, personne ne me l'a contesté. Donc c'est le plus important. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est mon nom, j'aime bien le Papa Nankou Kao pour permettre, parce que préparer une certification, surtout comme le PMP, on sait que c'est très difficile, ça effraie pas mal de monde, donc, il faut trouver un moyen de relativiser, de mettre un peu l'ambiance. Et parfois, les gens m'appellent et me disent, ouais, moi, quand j'ai vu le Papa dans un Kao là, ça m'a tellement plu. Je me suis dit, ouais, je vais faire mon un Kao. Donc, tu vois, ça calme un peu les gens. Et puis, donc, c'est un peu ça. On est un peu dans cette logique-là. L'échange d'aujourd'hui va être un peu particulier. C'est ça. L'image de l'invité. Premier élément que j'ai trouvé qui n'est pas évident, c'est pourquoi la République tchèque? Parce que je sais que tu résides en République tchèque. Quand on parle souvent de voyager,
de tenter à l'extérieur, c'est d'autres pays qu'on a généralement. Mais un Togolais qui se retrouve en République tchèque, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est une longue histoire, hein. C'est vraiment une longue histoire. Je dis, je suis venu ici à cause du foot. Et pourquoi la République tchèque? Tout simplement, j'ai vu sur la carte à l'époque, quand je faisais mes plans, la République tchèque faisait partie, était classée deuxième au classement FIFA. Pour la petite histoire, moi j'ai été agent de joueur. Bon, je le suis toujours sur papier, même si je n'exerce plus vraiment le métier parce que je suis concentré un peu sur ce que je fais en ce moment. Donc, quittant l'Angleterre, tu sais, pour transférer un joueur de l'Afrique vers l'Angleterre, c'est pas possible. Donc, pour plusieurs raisons. À cause de la législation, et puis ils ont des conditions très strictes pour tous les joueurs qui jouent en Angleterre, c'est des joueurs internationaux. Tu dois pouvoir jouer au moins 70% des matchs de ton équipe nationale avant de gagner un transfert en Angleterre. En partant de là, tu te dis, bah, si moi, agent de joueur, je veux amener des joueurs africains, puisque comme nous sommes africains, il faut travailler avec les joueurs africains. Donc, tu peux pas travailler sur ce là-bas. Donc, il fallait chercher un pays tremplin où tu peux amener des joueurs qui vont prendre de la valeur et puis ils vont les reverser. Il y a plein d'exemples légion, comme Yaya Touré. Tu sais pas, mais Yaya Touré, il a commencé en Ukraine. Donc, l'époque où j'y étais d'abord, j'y étais aussi. Donc, il a commencé en Ukraine, son frère aussi. Et puis, il y a pas mal de joueurs comme ça. Donc, je me suis dit, je vais chercher un pays tremplin dans lequel, bon, il faut s'installer et puis faire venir des joueurs. Quand ils prennent de la valeur, tu peux les amener en France, un peu partout. Donc, c'était un peu cette histoire. Mais en voulant partir, en fait, j'avais identifié trois pays. L'option A était la République tchèque parce qu'ils étaient deuxième du classement FIFA. La deuxième option, c'était la Roumanie. Et l'option 3 était l'Ukraine. Les deux premières options n'ont pas marché. En fait, c'était un peu plus compliqué pour le visa parce qu'ils avaient des conditions. Par exemple, pour la République tchèque, que la procédure devait prendre une année. Au moins, je voulais quitter rapidement. Donc, je n'avais pas le temps d'attendre toute une année. Donc, du coup, je disais que la Roumanie et la République tchèque, c'était des pays qui se préparaient à rentrer dans l'Union européenne. Bon, la République tchèque dans Schengen, la Roumanie dans l'Union européenne. Donc, c'était un peu, il y avait quelques complications. Donc, j'ai opté finalement pour l'Ukraine, où c'était relativement facile d'obtenir le visa à travers AESEC. Et donc, c'est comme ça que je suis parti en Donc, une fois que je suis arrivé en Ukraine, j'ai compris que non, c'était pas vraiment le pays où je suis. Bon, désolé hein, pour les amis ukrainiens, mais moi, c'était loin de mes attentes. Donc, je me suis dit non, ça va durer trop dans les mauvais rêves. J'ai dû contacter l'employeur qui devait m'employer chez République pour lui dire, ben, maintenant, je suis en Ukraine, vous êtes toujours intéressé par mon profil et tout et tout. Ils ont dit, ben oui, 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 oui. Donc, ils ont dit, oui, oui, oui. Bon, donc on fait les papiers. Donc finalement, de l'Ukraine, c'était plus facile d'arriver en République tchèque. Donc une fois que je suis arrivé, je travaille. Et les week-ends, je fais mon gombo. Je vais sur les stades de football, je fais mon petit réseautage et tout et tout. C'est un peu ça le. Les gens pensent que, bon, en fait, c'est vraiment ça. Moi, c'est le foot qui m'a amené ici. Chaque fois que j'explique aux gens, et parfois, quand je dis à certains, je suis venu à cause du foot, ils disent, donc tu as joué? J'ai dit, non, non, j'ai pas joué, mais moi, c'était vraiment pour faire le business purement d'agent de joueur. C'est Waouh, ça. ça a été un long voyage, hein. Tu connais pas l'histoire, hein? Tu la découvres aussi en live dans le podcast, c'est ça? Ouais. C'est bien, là. Waouh. C'est ça. Parle-moi un peu de cette histoire d'agent de foot. Bon, moi j'aime bien le foot, mais je suis pas un fanat. C'est quoi? Est-ce que ça... je sais que c'est des gens qui dénichent des talents et qui les proposent au club, etc.
Mais je suis sûr qu'il y a toute une autre histoire derrière parce que le foot a tellement évolué. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Déjà, comment est-ce qu'on devient même agent sportif? Bon, c'est relativement simple, hein. L'histoire, comment je suis devenu agent de joueur, c'est une petite longue histoire. À l'époque, moi, j'étais à Liverpool. Et puis, à Liverpool, j'avais un ami qui était le chauffeur de Joseph Yobo. Une fois, il m'a amené chez lui. Et puis, bon, c'est un gars très sympa. On discutait avec lui. Et puis, il s'est dit, vous m'excusez, mais je dois... Son chauffeur s'appelle Aike. Donc, je dois... mon agent est arrivé, mon manager, il a dit, mon manager est arrivé, je dois revenir. Et puis quand il parle, je dis, mais il parle de quel manager? Joseph Moïse, parce qu'à l'époque, c'était Moïse qui était entraîneur de Everton. Il jouait à Everton. J'ai dit, c'est Joseph Moïse. Donc, j'ai dit, ah bon, les coachs là, ils vont aussi chez leurs joueurs, quoi. Tu vois, ça dit que moi, j'étais dans l'ignorance totale et tout. Et l'autre me dit, non, 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 son manager personnel. J'ai dit, ah bon, il a un manager personnel. Et puis, explique-moi un peu l'histoire. Donc, il a expliqué, le mec arrive, c'est un jeune, c'était un jeune Nigérien aussi, très bien sapé. Il était vraiment dans une voiture de ouf. J'ai dit, quel métier ça? Comment on fait pour devenir le truc? J'ai regardé, je dis, mais comment il est jeune? J'ai dit, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et du coup, moi, à cause de ma curiosité qui ne s'arrête jamais, j'ai commencé à faire les recherches, les recherches, c'est comme ça que j'ai compris. Pour devenir agent, il faut juste passer un concours ou un examen. Donc, il faut connaître la loi du foot, la réglementation du foot en général. Donc, j'ai passé le concours, je l'ai réussi, mais tu sais, comme tout diplôme, quand tu as ton bac ou je sais pas, ta maîtrise, bon, maintenant le travail commence. Ça dit que généralement, soit tu es du métier, tu connais tu as été footballeur, tu connais déjà le réseau, tu as été entraîneur, tu connais le réseau, tu as été même enfant de footballeur, tu as quand même une fondation et quand tu deviens agent, tu ne fais que, mais moi, c'était vraiment nager à compte courant. J'ai dit que c'était pas un métier dans lequel j'exerçais, je connaissais rien. Maintenant, ok, bon, tu as le truc, maintenant il faut travailler. Donc c'est là qu'il faut commencer à faire les réseaux, les connexions. Pendant 17 ans, c'est vraiment, c'est un métier passionnant, mais en même temps très, très, très difficile. Surtout si tu pars de zéro. C'est-à-dire que ce pas des métiers qu'on fait quand on part de zéro. Hmm. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que même d'ailleurs, je conseille aussi à toutes celles et ceux qui veulent faire du business. Ça, c'est un conseil que j'ai reçu d'un mentor qui m'a profondément parlé. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai abandonné ça. C'est-à-dire que j'ai mis ça de côté pour l'instant. Je ne sais pas si je vais revenir sur ça ou pas, mais j'ai mis ça de côté. Pourquoi? Il m'a dit, si tu veux faire du business et tu pars du zéro, jamais, jamais, jamais te lancer dans un business où tu es payé après avoir fait le travail. Et le foot, c'est même l'extrême de ça. C'est-à-dire que généralement, tu es payé 3 ans, 4 ans Wow, après avoir travaillé. Oui, oui, bien sûr. wow. Donc, tu es payé 3 4 ans après avoir travaillé. Donc, pendant 2 ans, 3 ans, si tu as un jeune joueur que tu es en train de préparer, tout ça, pendant ce temps, personne ne te paye. Tes voyages, ses déplacements, ses soins, tout ça, personne ne te paye. C'est jusqu'à ce qu'il n'ait un transfert que, bon, potentiellement, tu vas. Donc, moi, je travaillais, tous les maigres salaires que j'avais là, ça partait dans les voyages par ici, il faut aller ici, il faut. Donc, il m'a dit, faut jamais faire un business où on te paye après avoir travaillé. Le mieux, c'est de faire un business où tu es payé avant même de travailler. Deuxième, donc, pour celles et ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, ici à ça, c'est à vous de voir ce que vous faites. Est-ce que vous êtes payé avant de commencer le travail? Donc, moi, actuellement, mon business, tu me payes avant que je n'ouvre ma bouche. Donc, ça vient de là. Deuxième principe, si tu peux trouver un business où, quand tu gagnes un client,
là, à vie, c'est mieux. Bon, ça, je n'ai pas encore réussi parce que mon business actuellement, chaque mois, il faut trouver des clients, même si on a des mécanismes pour les garder aussi longtemps que possible. Mais sinon, si tu as un restaurant, ok, tu as un restaurant, les gens te payent avant de manger. Donc, Ouais, entre guillemets. ouais. Deuxièmement, si tu as un restaurant et tu as un client et tant qu'il est satisfait, il viendra toujours. C'est parfait. C'est un exemple. C'est-à-dire que c'est comme ça, Ouais. il faut voir ça. Mhm. Or, le foot, c'est que, comme je te dis, tu vois, tu détectes un jeune joueur à Lomé. Généralement, ils viennent tous des familles pauvres, très pauvres même, parfois même, voilà, illettrés, plein de choses. Il faut éduquer le petit lui-même, il faut éduquer ses parents, il faut éduquer tout le monde autour de lui. Toi, tu le vois dans le quartier. Bon, tu te dis, ok, je vais le placer dans un club peut-être de première ou de deuxième division. Ça aussi, jusque-là, c'est tes relations qui parlent. Ta relation, c'est quoi? Tu connais les coachs de première, de deuxième division, tu connais les présidents et tout ça. Alors, quand on parle de relations dans ce milieu, entretenir ces relations, généralement, c'est que tu as quelque chose que les gens veulent, c'est comme ça, ils sont accrochés à toi, ou soit tu leur donnes des choses. Donc, moi, l'époque, quand tu arrives à Lomé, il faut acheter des petits trucs aux gens, des boissons, que tu dois maintenir constamment le truc. C'est ce qui fait que quand tu appelles un coach, je ne sais pas, d'étoile filante, il te dit, ouais, coach, ça va, bon manager. Il a espoir que demain, si tu Mhm. es un bon petit, tu pourras l'ouvrir les portes. Tu vois, ça dit qu'on se Mhm. coupe le dos. Mhm. Donc, tu prends un joueur dans le quartier, tu l'amènes par exemple à l'étoile filante. Là-bas aussi, il faut que le petit soit en forme. S'il joue bien, parfois même, il ne joue pas parce qu'il n'est pas talentueux. Bon, chacun veut faire pousser son petit. Tu vois, il y a plein de non-dits qui se passent. Mhm. Donc, ce petit, pour que tu l'amènes, par exemple, ici en République tchèque, il faut qu'il puisse jouer un certain nombre de matchs. La semaine dernière, je faisais la leçon à quelqu'un, un avocat qui allait en Afrique, je ne sais pas dans quel pays. Il a vu les joueurs jouer là-bas, il était chaud, il est comme un rat. Il est venu dire, ah, donc je veux aller en Afrique pour chercher les joueurs. J'ai dit, mon gars, tu perds ton temps, faut les donc ça va marcher. En fait, il y a plusieurs niveaux de difficulté. Il faut regarder. Maintenant, ça a changé légèrement, mais si tu regardes, il y avait jusqu'à une certaine période. Si tu regardes tous les grands joueurs africains, ce pas les gens qui ont été formés en Afrique. C'est très rare. Et la raison même pour laquelle les joueurs africains, même et de l'Amérique du Sud, leur âge, il y a aussi une raison valable à ça. C'est-à-dire que c'est une raison purement business. Mhm. Parce que, tu vois, tu es un club tchèque. OK? Tu as des milliers de jeunes Tchèques à travers les réseaux de scouting pour remonter les talents. Maintenant, tu as un talent en Afrique qu'on t'amène. Sur quelle base tu vas accepter de prendre un joueur en Afrique qui représente une valeur marchande? Mhm. C'est-à-dire qu'il a un grand potentiel. Mhm. Pour que toi, tu puisses te dire, OK, il a du potentiel. Les joueurs qui sont en Afrique, c'est-à-dire que quand ils arrivent ici, ils ne tiennent pas devant les petits parce que ici, eux, ils ont commencé très tôt, depuis l'âge de, je ne sais pas, moi, mon fils, il a 6 ans et il joue déjà, il fait des choses bizarres. Et ici, on les montre les tactiques très tôt. En Afrique, ils sont bruts, les joueurs sont bruts. Quand ils arrivent dans un système, ils ne voient rien. Donc, la seule méthode pour le maintenir, c'est que s'il a 20 ans en Afrique, tu le ramènes à 15 ans. Et si tu l'amènes ici, il a 5 ans pour s'adapter. Et effectivement, après 5 ans d'adaptation, 3 ans d'adaptation, il va damer les pions. Mhm. C'est une triche. Mhm. Mais si tu ne fais pas ça, c'est difficile. Parce Mhm. que quand il arrive ici, tu vois, je te donne l'exemple de Wayne Rooney. Wayne Rooney a commencé à jouer la première ligue quand il avait déjà 16 ans. Quel enfant de 16 ans tu vas prendre en Afrique qui va venir
jouer, il ne peut pas. C'est-à-dire que d'abord, un, il ne mange pas bien, ils ne sont pas très bien nourris. Comme je te dis, les parents sont dans des conditions délabrées. Moi, j'ai vu les conditions de certains parents, c'est très très difficile. Tu es obligé de nourrir la famille. Je ne veux même pas parler même de l'ingratitude qui va venir même ajouter encore. C'est-à-dire que tu travailles avec des gens pendant des années où tu te dis, ah, les gars te disent, ah non, non, on ne veut plus travailler avec toi. La réglementation exige que tu signes juste 2 ans de contrat avec le joueur. Tu vois, c'est-à-dire que tu es dans un perpétuel plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Et quand ça capote, les gens qui t'ont fait confiance pour travailler avec toi dans l'espoir, c'est-à-dire que c'est toute une pyramide qui chute. Chaque Wow. échec, c'est une perte de pouvoir. Et bien évidemment, on réussit. Pour réussir dans ce business, ça demande un certain nombre de prérequis que moi, je n'avais pas du tout. Tu vois, c'est-à-dire que je n'avais pas, comme je te dis, je suis rentré dedans comme ça, accidentel. Curiosité. Je me suis dit, ah ouais, peut-être c'est le moyen d'exploser très rapidement, mais il y a des réalités que j'ignorais donc que je découvre au fur et à mesure. Mais j'estime que pour quelqu'un qui part de zéro, je suis fort. Je suis très résilient. Voilà un peu l'histoire. Donc moi, quand j'ai pu faire quelques transactions, je me suis dit, non, il faut arrêter ça, revenir sur terre et puis faire quelque chose de normal parce qu'à un moment donné, euh, ni l'avenir, mais le présent compte beaucoup plus que l'avenir. Si je commence, je ne veux pas finir. C'est trop long comme sujet, trop profond. Il y a des difficultés à chaque niveau, il y a des challenges à chaque niveau, il y a des complications. Les raisons pour lesquelles les joueurs africains n'arrivent pas à réussir en Europe, ils sont pleins. On voit des gens à la télé, tout le monde pense que c'est facile, mais peut-être peut-être que sur 100 joueurs, c'est un seulement qui sort. Oui, Wow. sur 100 joueurs que tu envoies en essai, c'est un ou deux qui vont sortir la tête. Et il y a plusieurs raisons. Parfois, le joueur peut être bon, il va arriver dans un environnement pourri. Par exemple, ici en République tchèque, l'une des difficultés, c'est que très peu de clubs ont l'infrastructure pour accueillir un joueur étranger. Oh. Et les clubs n'ont pas les mêmes capacités financières. Hmm. Le championnat tchèque, ce n'est pas un championnat, bon, comme tu trouverais en France. Parfois, même quelqu'un qui joue en division 4 en France est beaucoup mieux que quelqu'un qui joue en D1 en République tchèque. Mais c'est toujours mieux de jouer Hmm. Ouais, ouais. mais eux aussi, parfois aussi, à cause de la pauvreté extrême, bon, ils veulent aussi en même temps, et finalement, bon, chacun poursuit, ça ne marche pas. C'est tout c'est C'est tout un un autre, projet très complexe, ça. très complexe, très complexe. Wow. Ok. Toujours dans le. Alors, avant de. Non, même pas, même pas, même pas. C'est plutôt intéressant même parce que je revenais la dernière fois de Montréal et je regardais une vidéo d'un monsieur en indien, lui qui est l'actuel directeur de la société de Alex Hormozy, son nom m'échappe. Oui, acquisition.com. Oui, le directeur actuel, c'est un Indien. Le CEO actuel, l'Indien, là. Et quelqu'un, il était dans un podcast et il racontait sa vie. Je ne faisais que, je souriais, je secouais la tête. C'est-à-dire, quand tu penses que tu as vécu des choses et l'autre te raconte. Non, chaque personne que tu vois à un niveau donné, il faut se dire que c'est beaucoup de sacrifices énormes. Tu Exactement. vois, c'est pour ça, moi, je dis toujours aux gens, vivez votre temps. C'est vrai, tu vois, par rapport à ce que je fais au niveau de PMP et tout ça, quelqu'un qui ne me connaît pas, il pense que bon, il suffit juste de prendre un pinbox, tu vas commencer à faire les formations, ça doit marcher. Non, les gars,
C'est tout un patrimoine. Donc, prenez le temps de construire votre patrimoine intellectuel, de connaissances, et puis ça va se composer tôt ou tard. Aujourd'hui, ce que je fais, euh, tu vois, même, ça dit que, à la rigueur, moi, je disrupte un peu ce que les gens faisaient avant. Pourquoi? Parce que je suis passé par plusieurs expériences. Donc, à un moment donné, bon, voilà, mais je veux dire, les gens n'ont qu'à se concentrer pour se développer d'abord. Je pense que si tu as la connaissance, euh, c'est beaucoup mieux que certains acquis, que ce soit à tout moment, tu peux rebondir. Donc, moi, c'est ce que je pense. Donc, chacun vit son histoire, juste pour ajouter à ce que tu dis. Alors, toujours en République tchèque, quel a D'accord. été ton premier choc ou tes premiers chocs? S'il y en a eu plusieurs, est-ce que tu peux mentionner deux ou trois quand tu arrives? On sait toujours que quand on arrive dans un nouveau pays, déjà pour la langue, je ne sais pas si ça a été un choc, mais quelles ont été tes deux ou trois difficultés pour quelqu'un qui envisage aussi arriver en République tchèque? Bon, après, je pense que sur ce sujet, je suis la mauvaise personne à poser ce genre de questions. Moi, il n'y a rien qui me choque. Au contraire, c'est moi qui choque les gens. Tu vois, quand j'informe aux gens, je pars en Ukraine, on se dit, mais Ukraine, je dis, mais oui, les gens vivent là-bas. Donc, en fait, moi, je ne m'inscris pas du tout euh, dans ces schémas. Du genre, oh, je suis choqué. Non, moi, je vis, ça dit que je m'insère dans la chose. Et puis, je prends plaisir. Donc, toute difficulté est toujours intéressante à vivre. Ou tout challenge. J'ai raconté même dans une de mes vidéos. Tu sais, une fois, je me suis retrouvé en Hongrie par erreur. Tu vois. Oui, oui, je me suis retrouvé en Hongrie par erreur. Et je me suis retrouvé dans la station de train en train de mendier. Donc, depuis ce jour, moi, quand je suis dans un train, quelqu'un me demande de l'argent, je donne. C'est-à-dire que quand je suis dans une station d'essence, tu vois, il y a les mendiants qui... Hmm. Parce que je me suis retrouvé en train de mendier. Une histoire rocambolesque. Comment je me suis retrouvé? C'est-à-dire que tu peux pas... Mais en même temps, moi, je suis relax, quoi. Je suis pas du genre, oh non, mais ce qu'ils font là, c'est choquant. D'autant plus que le pays dans lequel moi, c'est-à-dire que d'où je viens, il y a beaucoup de discrimination. Il y a beaucoup de méchanceté. Il y a beaucoup, je veux dire, si tu prends le Togo, rien que moi j'ai grandi avec beaucoup de méchanceté. C'est-à-dire que les gens qui sont supposés te protéger, c'est eux qui te maltraitent même de plus. Les gens qui sont supposés te rassurer, c'est eux-mêmes qui créent de doutes en toi. Et quand on prend sur la nation, il y a aussi des divisions bizarres. Non, lui il est nordiste, lui il est sudiste, lui il est de l'ouest. Bon, moi je me dis, s'il y a ce genre de problème chez moi, qui suis-je pour que quand je vais arriver à des mille... Donc, partant de là, moi, je ne prends aucun... Je me dis, ok, il ne me connaît pas. S'il me traite comme ça, c'est qu'il ne sait pas qui je suis. Donc, on avance, quoi. Peut-être je vais même te raconter une anecdote. Il y a quelque chose qui m'est arrivé là où j'habite. J'ai acheté ma maison il y a très longtemps. Bon, pas très longtemps, il y a peut-être 7 8 ans. Et quand on est rentré ici, je crois les mois qui ont suivi, j'étais dans mon jardin en train de tondre le gazon. Mais j'étais en short, torse nu, bon, bien. À l'époque, j'étais un peu musclé, c'est pas maintenant comme j'ai pris de l'âge. Et puis, il y a un de mes voisins qui m'a vu, il me dit, bah, écoute, c'est combien pour couper le jardin? Et puis, je l'ai regardé, c'est-à-dire que quand il m'a posé la question, je me suis j'ai dit, bon, ok, comment on va rendre ce truc-là très fun? Tu vois, c'est-à-dire que moi, je me suis posé la question. Je sais que quelqu'un d'autre allait crier là-bas, scandale, oh non, tu me prends pour qui, ah, tu m'énerves. J'avais cette option de lui Oui. dire, mais attends, tu es malade, à qui tu parles comme ça, moi, je suis chez moi, tout ça. J'ai dit non, on va rendre ça très intéressant.
Je lui ai dit, ok, 100 euros. Il dit 100 euros. Il dit, ah, mon frère, c'est mon prix, hein. Chaque chose a son prix. Si tu veux, c'est dimanche. Bon, moi, c'est mon prix, hein. Je dis, ah. Et puis, moi, je fais un travail propre. Bon, non. Il dit, oui. Non. Il dit, ok, que je suis de l'autre côté, quand tu finis, tu viens. Il dit, non, je viens maintenant même. Je vais arrêter ça, je viens maintenant. Je vais faire ça après. Parce que l'argent, il ne faut pas trop traîner ça. Je prends mes trucs, mes clics et mes claques, je vais chez lui. Et je commence. Quand je commence, 2 minutes après, sa femme sort. Sa femme me connaît. Elle connaît ma femme. Ah, ok. Ok. Elle dit, mais toi, tu fais quoi ici? Il dit, ah, moi, je fais les affaires. Quelle affaire? Elle rentre et dit, mais c'est quoi cette histoire? Il dit, non, le jardinier. Il dit, non, c'est pas le jardinier, c'est le mari de l'autre. Il sort, il me dit, mais pourquoi, pourquoi tu ne m'as pas dit? J'ai dit, pourquoi je ne t'ai pas dit quoi? Je veux dire, non, moi, je ne vois pas les choses comme ça. Ouais. Comme je te dis, d'où je viens, pire que ce que je vois. Donc, je peux pas, c'est-à-dire que je peux pas me plaindre. Déjà, même, regarde, quand j'étais en Ukraine, à Essek, on est allé dans les montagnes de Karpathie. C'était un week-end. On est allé dans un village de Ivano-Frankivsk, quelque part là-bas. J'étais avec, il y avait un stagiaire nigérian, plus les Ukrainiens, et puis quelques trucs turcs et indiens. Donc on marchait, on allait comme ça, on est arrivé dans un village, ça c'est une autre anecdote, hein. Et puis, à un moment de moi, je n'ai même pas fait attention. Il y avait des fenêtres qui s'ouvraient et ça s'est fermé. Ça s'ouvre comme ça et ça se ferme. Et puis, bon, il y a quelqu'un qui est venu me voir et me dit, Gabin, tu sais, ici c'est un village, les gens ne sont pas habitués. C'est-à-dire que, tu vois, il dit, tu parles de quoi? Il me dit, tu ne vois pas, bon, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre ça vraiment au sérieux. Je dis, tu parles de quoi? Il dit, tu ne vois pas les fenêtres. Je dis, quelle fenêtre? Il dit, je regarde, je vois, il y a une fenêtre qui tourne comme ça, ça tourne comme ça. Déjà, les gars, c'est la première fois qu'ils voient les noirs. Oh, Tu ok. vois, c'est la première fois qu'ils voient les noirs. Et quand on rentrait dans un tournoi, il y avait une vieille femme qui était toute tétanisée. Et puis, je m'approche d'elle, je dis, Dobridine, ça va, et tout ça. Et puis, je prends sa main. Tu sais que les gars, je prends sa main, je mets sur ma tête. Tu sais, eux, ils aiment nos cheveux crépus, je mets sur ma tête. Tu vois, tous les gars des high sont un peu plus relax. Parce qu'eux, ils pensaient que Tu allais j'allais faire un grand t'énerver. scandale. Parce que, Ouais. apparemment, les années qui ont précédé, ils avaient un Nigérian qui était là avant moi, qui les a causé tous les problèmes du monde. Non, vous êtes des racistes ici. Oh, Ils se ok. plaignaient de tout et de rien. Donc quand il me voit, il se dit, mais ça c'est totalement l'opposé de ce que nous on a connu. Ouais. Et la vieille femme, bon, on a rigolé là-bas. Même Ukraine, je rentre dans euh, on rentre dans un truc, quelqu'un te doit dire, putain de noir. Et je regarde, je dis, putain de noir. Tu vois, tout le monde rigole. On n'a pas le temps. Moi, je suis venu me chercher. Je n'ai pas le temps à des querelles bizarres. Ça n'a rien, ça n'a aucun sens. Non, sincèrement, moi, je Ouais. relativise. Bon, maintenant, je ne dis pas que les gens ne vivent pas ça. Tu sais, une insulte est une insulte jusqu'à ce que toi-même, tu la prouves. Si quelqu'un te dit, tu as une grosse tête, et tu dis, à qui tu dis ça? Tu es malade. Ça veut dire que tu as accepté que Tu as tu as une grosse tête. validé. Si quelqu'un te dit, tu as une grosse tête, et tu lui dis, ah ouais, plein de mathématiques et de physique et tout ça, tu vois que la température change. Ouais. C'est autre chose. Donc, moi, franchement, je ne m'attends à rien de quelqu'un. Bon, peut-être que ça vient du fait que moi, je suis orphelin de père, de mère, tu vois, un peu trop tôt. Donc, vraiment, c'est la débrouillardise, quoi. Donc, du coup,
Si quelqu'un m'aide, pour moi, c'est inattendu, c'est extraordinaire, c'est une exception, donc je suis reconnaissant. Mais je sais que, c'est-à-dire que quelqu'un ne va jamais m'appeler pour me dire, ah bon, viens là, on a ce truc-là, viens, non. Moi, je n'ai pas cette chance, ou du moins, je ne sais pas, je n'ai pas ce privilège. Donc, je dois tout créer, c'est-à-dire que je dois tout orchestrer. Tu vois, pour que quelqu'un vienne se dire, bon, on a quelque chose. Aujourd'hui, même les gens qui m'appellent pour me dire, ouais, bon, écoute, on a un truc là, il faut qu'on travaille ensemble. Parce que ils le font parce qu'ils savent que derrière, je vais faire un bon travail. Et ça a pris des années, ça a pris beaucoup de... pour démontrer ça. Sinon, moi, je n'ai jamais eu cette chance où quelqu'un t'appelle comme ça, viens. Et même parfois, quand tu penses que les gens viennent comme ça pour te dire, pour te faire une proposition, viens, on va faire des trucs. Donc, il y a une grosse marmaille même derrière. Ok, donc, personne ne viendra me sauver. Ça, je sais ça. Donc, du coup, je relativise, je ne fais pas de drame autour des problèmes. Si quelqu'un ne me connaît pas, il trouve que je suis fou, c'est son problème. Moi, c'est pas mon problème. Si tu trouves que je suis arrogant, c'est ton problème, c'est pas le mien. Moi, je sais qui je suis, je sais où je vais, je sais comment j'opère, c'est le plus important. Oui, maintenant, après, il y a des gens qui se plaignent, ouais, c'est un pays raciste. Mais chez toi, même, du nord et du sud, ils ne s'entendent pas. Donc, bon, comment toi, tu veux que les blancs, c'est-à-dire qu'on te déroule le tapis rouge. Et en plus, faut raison, chez toi-même, c'est sale. Le problème, c'est que moi, j'ai toujours dit aux gens, tu sais, quand les blancs, les occidentaux nous regardent, et parfois, il y a un manque de respect, en réalité, ce n'est pas toi qui vois. Quand lui te regarde là, l'image qu'il voit, c'est pas toi, moi aussi, avec ta barbiche. Lui est en train de voir le petit Soudanais là qu'on l'avait montré à la télé qui n'avait pas mangé depuis des années. Donc quand il voit ça, c'est-à-dire que c'est ça qu'il voit. Il est en train de voir l'insalubrité qu'on a montré. Il est en train de voir comment on dit les Africains meurent de sida, tout ça. C'est ça qui fait que quand il regarde ça, la preuve, moi, je ne sais pas, je pense que je suis nettement plus âgé que toi. Nous, quand on grandissait, les Chinois, on les appelait les jaunes. Ou bien, Oui, oui. est-ce que tu entends encore quelqu'un appeler Chinois jaune? Non. Est-ce qu'ils sont devenus... Ils sont plus... Regarde, imagine, tu prends Aligo Dangote, africain, le plus riche africain, hein, et tu vas aux Émirats, tu prends le plus pauvre arabe, tu fais une expérience sociale, tu habilles Dangote en tenue africaine, et tu habilles l'arabe dans leur tenue arabe, là, et tu les mets dans une rue, je ne sais pas, de Montréal, et les deux marchent. Selon toi, ça sera quoi la conscience collective quand les gens là vont le voir? Ils vont plus donner d'importance au... Oui, ils vont croire que peut-être même Dangote, c'est le chauffeur C'est du pauvre ça. arabe. Tu vois? Mais pourquoi? Ce n'est pas un accident. C'est pour ça que je dis aux gens, les gens qui pensent que quand ils sont dans des positions pour faire avancer le bien collectif, il faut voler l'argent. C'est qu'ils n'ont pas encore compris. Même quand tu voles l'argent, nous on a vu les enfants des ministres que nous on voyait avant, qu'ils sont des ministres dans nos pays, ils ont tellement volé, ils vont cacher leurs enfants au Canada, et aux États-Unis, tout ça. Les enfants souffrent là-bas. C'est-à-dire qu'on les traite de singes, ils sont choqués. Parce que chez eux, tu vois, donc, on est obligé de développer chez nous pour que ailleurs ça marche. Parce qu'il y a aucun endroit où tu peux te cacher. En tant que noir, tant que chez nous n'est pas développé, tu as même acheté ton appartement dans le plus beau quartier. On va toujours croire que non, c'est pas normal. C'est c'est Regardez, suspect. il ne fait pas la drogue, est-ce qu'il ne vole pas? C'est ça. Mais le jour où l'Afrique va montrer une autre image, même quand tu vois un Africain qui balaie, ah, on va dire, ah, attention, c'est un Africain. C'est ça, c'est ce que les gens doivent comprendre. Et puis, tu ne peux pas accuser les autres de te traiter mal tant que toi-même tu fais bizarre. Donc, tu vois, c'est ça. Donc, c'est ça, hein, mon ami. Que je sais que tu étais dans de très bonnes boîtes, te connaissant,
ce n'est pas la qualité du travail que tu faisais qui t'a poussé à... Ou on ne t'a pas mis dehors. À quel moment est-ce que tu décides d'oser? Parce que l'entrepreneuriat fait peur pour l'incertitude qu'il y a derrière. À quel moment et pourquoi tu décides de créer Woloyem? Bon, même ça aussi, tu sais, moi, tout ça, c'est toujours des longues histoires. Moi, je savais depuis longtemps que je suis pas fait pour... J'ai été un mauvais employé. C'est-à-dire que moi, j'aime que les choses soient bien faites, même quand je travaille quelque part. Généralement, la seule personne qui m'appréciait, c'est soit le propriétaire, les grands chefs là. Sinon, les gens avec qui je travaille n'appréciaient pas trop. J'ai même entendu plusieurs fois, on me dit, tu fais comme si c'était l'entreprise de ton papa. Un truc comme ça. Tu vois, c'est-à-dire que non, pourquoi il faut relativité. J'ai été toujours comme ça parce que je me dis, le travail doit être bien fait. Sinon, c'est pas la peine. Euh, je suis dans l'entrepreneuriat, tu vois, football que je faisais. Après, j'ai créé aussi une boîte au Togo. J'étais rentré carrément au pays, donc j'ai créé une boîte qui n'a pas marché aussi. Au bout de 3 ans, j'ai fermé, je suis parti. Donc, quand je suis revenu ici en République tchèque, peut-être, tu vois, à un moment donné, j'ai commencé à douter. Je me suis dit que, écoute, tu n'es pas fait pour l'entrepreneuriat. Bon, tu veux ça, mais c'est pas tout ce qu'on veut, qu'on obtient ou qu'on a. Avoir ces doutes-là, je me suis dit, ok, bon, il faut que je me revoie. Donc, je vais essayer de progresser comme employé. Sinon, avant les études, ça ne me plaisait pas trop de faire de longues études. Donc, je me suis dit, maintenant, il faut que j'ai dit que je gravisse les échelons. Parce que moi, je m'attendais toujours à avoir ma boîte, gérer les choses comme je veux, à démontrer à quelqu'un que j'ai un MBA. C'est-à-dire que les CV, j'avais carrément une autre imagination. Donc, quand je reviens, je me suis dit, ah, maintenant, si je n'ai pas les diplômes, ça va être compliqué que les gens me donnent les promotions. Donc, j'ai décidé, depuis 2015, quand je suis revenu, j'ai décidé maintenant de me remettre à l'école pour avoir les diplômes. Bon, il ne faut pas qu'on m'élimine quelque part parce que je n'ai pas les diplômes. Donc, j'ai fait mon MBA, j'ai fait d'autres certifications en dehors. Effectivement, les choses se sont bien passées. J'ai eu mes postes de directeur, tout ça. Voilà, ça allait bien. Mais j'étais toujours vide. C'est-à-dire que au quotidien, tu viens faire tes trucs et puis bon, tu sens que voilà. Mais en même temps, à la maison, ma femme était contente parce que bon, maintenant là, tu n'es plus comme un chimpanzé qui court à tout. Tu as 1000 idées ici. C'est-à-dire que tout est calme, donc c'était bien. On voyageait, on allait faire des petits trucs. Et vient le Covid. Donc, quand le Covid arrive, bah, comme je dis aux gens, avec le confinement, tu ne peux pas monter sur la fille de quelqu'un tous les jours. Donc, il faut déployer l'énergie quelque part. Beaucoup d'énergie, c'est très compliqué. Il faut trouver un endroit pour offloader l'énergie. Oui. Donc, du coup, j'étais dans un groupe là, WhatsApp, où il y avait des gens qui ont exprimé le besoin d'être accompagnés pour le PMP. Moi, je faisais plus. C'est vrai que j'étais volontaire pour le PMI à une période où je faisais des questions et d'autres choses. Bon, mais j'avais rien comme support. D'ailleurs, la conception, pour moi, l'entreprise, pour moi, dans ma tête, ça a été toujours une start-up. En fait, après l'expérience de ma boîte informatique au Togo qui n'a pas marché, je me suis dit, je vais me lancer. Ça dit que le prochain lancement sera une start-up sur un, un produit typique, mais je ne voulais plus m'inscrire dans le cadre africain. C'est-à-dire que je me suis dit, je vais créer une start-up ici parce que j'avais commencé à explorer les financements de l'Union européenne ici sur des disruptions potentielles. Donc, je réfléchissais sur quel
domaine, je peux créer un truc pour disrupter avec une équipe, mais ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources et tout ça. Donc, moi, j'étais beaucoup plus dans ce genre de réflexion. Du coup, bon, les gens ont dit, ah non, on veut accompagner. Tu sais, comme moi, j'aime sauter pratiquement sur tout ce qui est opportunité. J'ai dit, bah écoute, moi, je peux vous accompagner, hein. Bon, alors je me suis dit, comme j'ai fait des questions là, j'ai vu que j'ai encore des trucs dans la tête. J'ai dit, bah, je peux vous accompagner, hein. Il dit, ah bon? J'ai dit, oui. Et puis, 2020, le 21, c'est-à-dire qu'un truc que je fais passe-temps le week-end, j'ai généré quoi, près de 17 000 euros. Je me suis dit, Wow. j'ai dit, ça, au lieu de manger l'argent là tout le temps, en fait, je n'avais pas trop besoin de ça. En fait, c'était beaucoup plus pour moi pour dépenser mon énergie. Hmm, hmm, J'avais voulu écrire un livre, mais bon, je me suis dit, ok, que moi j'ai déjà créé des sociétés par le passé. Je savais que c'est pas compliqué. Donc je me suis dit, ok, je vais créer juste une société comme ça. On ne sait jamais. Si jamais quelqu'un m'appelle, il me demande une facture, j'étais un peu dans cette logique. C'est-à-dire que si quelqu'un me demande une facture normalisée, bon, que je puisse faire la facture, mais ce n'était pas vraiment pour créer Woloyem. Ça, franchement, c'était pas du tout. Donc j'ai juste formalisé ça pour pouvoir faire les factures et tout et tout et tout. Et 2000, voilà, donc 2021, donc 2022, j'ai fait des chiffres, ouf, euh, t- t- deux ou trois fois. C'est-à-dire que ça, c'est mes passe-temps, hein. hmm. C'est là que je dis, ce petit truc là que je néglige comme ça, peut-être que ça peut prendre des formes si je me mets. Bon, en temps aussi, j'avais une opportunité de faire une formation sur une année à une société, tout ça, bon, contrat qui n'est jamais venu. Et je me suis dit, mais si je mets mon énergie sur ce truc, ça peut donner quelque chose. Donc, j'échange avec ma femme et puis elle dit, non, toi encore, non, 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 il faut laisser. Non, tu as réfléchi à ça, elle dit, non, laisse tomber. Bon, kamikaze, je démissionne de mon travail et tout ça, tous les avantages perdus. Et puis, quand je commence, le contrat que j'attendais n'est jamais venu. Donc, face dos au mur, je dis, bah, en fait, je pense qu'un être humain est plus productif et plus créatif quand il est dos au mur. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens n'aiment pas les difficultés. Moi, j'ai grandi vraiment toujours. C'est dans les difficultés qu'on trouve vraiment les bonnes solutions. Donc, face au mur, je me suis dit, ben, on fonce, hein, on fonce quoi. Et puis, bon, voilà, c'est parti comme ça. Et puis, petit à petit, aujourd'hui, ce n'est pas trop ça. C'est vrai qu'il y a ce que les gens voient et ce qui se passe réellement. Donc, c'est vrai que je quitte d'une organisation, d'une personne, près d'une vingtaine de personnes. Donc, il faut restructurer les processus, revoir certaines choses, investir dans plein de trucs. J'ai tombé dedans comme Obélix dans la potion magique. Exactement. Alors, j'ai vu dernièrement, tu as inauguré un bureau en Côte d'Ivoire. C'est Et ça. c'est quoi en termes de structure aujourd'hui au LOIM? À part République tchèque, Côte d'Ivoire, euh, les, On les... arrive à Montréal. Oh, La prochaine expansion, c'est bon, je ne sais pas si je vais dire ça maintenant ou pas, mais en tout cas 2026, on va faire deux installations à Paris qui est déjà avancé. On est pratiquement vers la fin. Je veux dire, quand je dis la fin, côté administratif, c'est-à-dire que créer la société et puis tout ce qui va avec. Et à Montréal, à partir de août, je serai chez toi bientôt. Donc l'idée, tu vois, nous, on a des clients partout. On veut être présent à Montréal pour qu'on puisse facturer les gens qu'on accompagne chez vous. En France aussi, parce que bon, on a beaucoup de clients en France pour qu'on puisse les facturer et puis opérer. En Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus pour l'Afrique aussi qu'on puisse facturer. Mais il y a une deuxième phase qui va suivre. La Côte d'Ivoire est un projet pilote. Donc, on est parti d'abord,
d'une d'une entreprise établie pour pouvoir faire les factures normalement et maintenant à un local physique. Et la suite, bon, en même temps, la suite, c'est un centre d'examen Pearson View et puis Prometric qui est là. Et puis voilà, donc on fera la même chose au fur et à mesure. Donc, je suis en train de mettre un système scalable que je peux déployer n'importe où au besoin. La mentalité d'informaticien. Donc, ça ne nous quitte jamais. Voilà un peu l'idée. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est le projet, je veux dire, c'est le proof of concept euh, que je pense devrait normalement marcher. Bon, il n'y a pas zéro risque dans tout ce dans tout ce que nous faisons. Et puis, je me dis, c'est-à-dire, tu vois, c'est un peu comme les microservices. C'est-à-dire que les microservices en informatique, si ça ne marche pas quelque part, on fait cancel et puis on avance, quoi. C'est-à-dire que ça ne va pas déranger l'architecture. Donc c'est c'est un peu ça l'idée. Mais so far so good, ça se passe très bien. Quand je revois ton parcours, c'est vrai qu'on s'est connus il y a quelques années. C'est ça. C'est maintenant que je comprends certaines, ta façon de faire, ta façon de voir les choses. Déjà, je ne savais pas que tu étais informaticien à la base. Je pensais que c'était juste une passion. C'est J'ai ça. découvert que tu as été développeur front-end. C'est ça. Je me rends compte que, et ça, je crois qu'on en avait déjà parlé une fois, que tu as été très actif dans IESEC. C'est ça. Je vois que tu as fait le tour. Est-ce que, et c'est vrai que, à un moment donné, on essaie de tirer avantage, comme on l'a déjà dit, de son parcours pour voir c'est quoi exactement mes forces pour avancer. Mais si quelqu'un voudrait entreprendre aujourd'hui, parce qu'à un moment donné, quand on fait des lectures et tout ça, on se dit, ah, j'aimerais quand même entreprendre aussi. Quel conseil ou qu'est-ce que tu peux dire à cette personne-là qui voudrait entreprendre, qui a une idée, qui se dit, ah, j'aimerais bien faire quelque chose pour moi-même, à ma façon. C'est vrai qu'on n'a pas toujours une idée claire quand on commence, mais quelqu'un qui voudrait entreprendre, qu'est-ce que tu lui dirais? Oui, bon, moi je dirais que tout le monde peut être entrepreneur, mais tout le monde ne pourra pas entreprendre. Je pense qu'il y a des prérequis ou des dispositifs. Maintenant, quand j'observe aussi, tout entrepreneur a un carburant, une énergie. Donc, euh, l'énergie, ça dépend de chacun. Je pense que pour certains, c'est la douleur, pour d'autres, c'est la revanche, pour d'autres, pour moi, c'est la pauvreté. Je veux quitter la pauvreté à jamais. Pour certains, c'est parce qu'on les avait tapés quand ils étaient petits, ils veulent maintenant gagner. Tout ça, c'est bon. Pour d'autres, par exemple pour des femmes, c'est parce que l'ancien mari te traitait mal, il pensait que tu ne vaux rien, tout ça. Je veux dire, c'est tout ça qui peut être l'énergie. Parce que quand tu n'as pas ça, tu ne vas pas évoluer. Parce que à un moment donné, ça va être tellement dur que tu risques de te dire, bon, écoute, faut que je me casse. Donc, l'une des raisons, par exemple, moi, je quitte un emploi super bien payé avec tous les avantages et je saute, c'est que moi, je me suis dit, ouais, c'est quoi ton problème même? Oui, je gagne ce salaire, mais ça ne va pas me faire quitter de la pauvreté. Donc, tu vois, donc du coup, je retourne sur mon idée initiale parce que c'est ça qui me poursuit en fait. Donc, sinon, si c'est juste pour être confortable, j'aurais pu rester là-bas jusqu'à la retraite. Et puis, bon, voilà, après la retraite, tu vas faire face. Mais moi, c'est pas ce qui m'anime. Donc, la première des choses pour quelqu'un qui veut entreprendre, c'est de savoir est-ce que il a suffisamment d'énergie euh, c'est-à-dire qui va te pousser. Parce que ça va être dur. C'est-à-dire ne nous voilons pas les faces. Il faut avoir une capacité de tolérance à la douleur et la douleur dans tous les sens.
La douleur parce que les marchés ne viennent pas, la douleur parce qu'il y a des problèmes avec le produit, la douleur avec des promesses non tenues, la douleur avec les collaborateurs qui vont même te... Certains collaborateurs qui peuvent te mettre les bâtons dans les roues. C'est-à-dire que la douleur peut être à tout azimut. Mais je pense que si tu n'as pas assez d'énergie, j'ai abandonné 2 fois. Donc c'est suite à ça que j'ai dit. À chaque fois que j'ai abandonné, le carburant initial n'a jamais quitté. Tu vois, c'est-à-dire que si le carburant initial quittait, c'est sûr que je ne serais pas en train de continuer. Donc, je pense que ça, c'est la première des choses. Maintenant, une fois que ceci est fait, c'est beaucoup plus toi et toi. C'est-à-dire que c'est de réfléchir pourquoi je veux faire pourquoi je vais entreprendre. La question, c'est pour ça, pourquoi se torturer en fait? C'est une torture, hein. L'entrepreneuriat, parfois, c'est comme une torture. Souvent, les gens voient quand tu as relativement réussi. Tu vois, comme je t'ai dit là, quand j'ai vu le manager là-bas, il était bien sapé dans une voiture. Il dit, ah, bah, il faut que moi aussi, si tu fais ce genre de calcul, tu seras désenchanté très rapidement. Une fois que tu as fait ce travail de savoir franchement pourquoi tu veux entreprendre, sachant que ça ne va pas être facile, la deuxième chose, c'est que il faut que, quel que soit ce que tu fasses là, que ce soit une solution à un problème que tu apportes. Et que ce problème soit réel et pénible. Plus le problème est pénible, plus rapidement tu réussis. Nous, on est dans l'entrepreneuriat depuis longtemps, on lit encore l'heure. Et il y en a qui commencent 2, 3 ans, tu vois, boum, regarde les chats GPT, ils sont venus, hop, ils ont des milliards. Et que plus le problème que tu règles est pertinent, ça peut accélérer très vite. Si c'est un problème qui n'est pas trop pertinent ou beaucoup de gens aussi le résout et tout ça, bon, tu vas avoir peut-être ta petite place pour t'en sortir un peu et tout ça. Donc, l'entrepreneuriat, c'est un problème. Quel problème tu résous? Pour qui? Donc ça, c'est vraiment... Après, maintenant, il y a des tactiques pour y arriver, il y a des, il y a des stratagèmes aussi, il y a des techniques et tout ça. Donc, pour résumer, celui qui veut entreprendre n'a qu'à avoir une conversation sérieuse avec lui-même. Est-ce que si ça chauffe, je vais continuer ou je ne vais pas? Parce que de toutes les façons, ça ne va pas marcher au premier essai. Ça ne va pas marcher au deuxième essai. Ça ne va pas marcher au troisième essai. Comme tu faisais allusion à Alex Hormozy, j'ai suivi un de ses posts dernièrement. Il dit jusqu'à 9e fois, ça n'a pas marché pour lui. Moi, je peux dire ça n'a pas marché pour moi 2 fois. Troisième fois, maintenant, bon, ça a l'air de donner quelque chose. On ne sait pas encore, c'est pas encore cuit. Hein. Pour certains, c'est 10 fois. Pour d'autres, c'est 11 fois. Pour d'autres, c'est un coup KO. Donc, c'est pour ça qu'il faut venir chez nous pour qu'on t'aide à faire un coup KO. Maintenant, ça peut, mais sincèrement, c'est la connaissance. C'est le savoir-faire. Parce que tout ce que tu veux faire, il y en a qui l'ont déjà fait. Il y en a qui l'ont fait même il y a peut-être quelques mois avant toi. L'erreur, c'est de rentrer dans un truc, tu te dis, ouais, mais tu regardes quelqu'un qui est déjà 10 ans après. Parce que celui qui a 10 ans devant toi, il te dépasse. Hein. C'est un peu comme entre toi et ton grand frère. En aucun moment, tu vas rattraper ton grand frère en âge. Même si en entrepreneuriat, c'est possible de rattraper les grands, mais ça va demander énormément d'énergie. Et dans un premier temps, il ne faut pas trop regarder ceux qui sont trop... Tu peux les regarder pour inspiration. Tu dois continuer à voir qu'est-ce que tu peux faire de mieux au quotidien. Le premier client que tu as là, de telle sorte qu'il soit très content, très satisfait. Et donne-lui plus que ce qu'il n'a payé. Tu lui donnes plus que ce qu'il n'a payé. Donc c'est pour ça qu'on dit c'est la capacité à résister. Parce que pendant que tu donnes plus que ce qu'il n'a payé, peut-être quand tu es en train de lire l'heure,
de l'heure pour ton carburant, de l'heure, tout ça. Maintenant, tu fais ça gratuitement, tu te dis, ah, quand ça finira. Mais c'est comme ça, les gouttes d'eau, les gouttes d'eau, les gouttes d'eau, les gouttes d'eau, tout doucement, ça va aller. Sinon, bon, moi, je n'ai pas de solution magique pour, pour te demander de m'amener la dent du lion avec l'urine l'urine de, je sais pas, du chimpanzé pour qu'on mélange, tout ça. Voilà. Donc, ça prend du temps. Même le PMP, c'est ce que je dis aux gens, certaines choses prennent du temps. Mais il faut t'assurer que tous les jours, tu apprends une leçon que tu vas améliorer. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils. La connaissance est très disponible avec ChatGPT sur plein de trucs. Il faut apprendre et voilà. Maintenant, après ce que tu fais, ce n'est pas important. Rassure-toi que quel que soit ce que tu fais, tu n'es pas payé après avoir fait le travail. Parce que si tu fais le travail, c'est après qu'on doit te payer. Si on ne te paye pas, tu es dans paix. Si tu as déjà un business qui tourne ou tu as déjà une entrée qui tourne, tu peux faire quelque chose qu'on va te payer après. Parce que ce qu'on va te payer après aussi, quand l'argent vient après, c'est beaucoup aussi. Moi, je prends un exemple. Quand j'ai commencé, je ne faisais pas du tout du B2B. Pourquoi? Parce que le B2B, pour le gagner, il faut passer du temps en train de préparer les offres. Et même quand tu finis de faire le travail, il y en a qui te disent il faut attendre. Même très récemment, un client qui nous dit c'est 60 jours après livraison. Bon, nous on a dit ok, il n'y a pas de problème parce qu'on veut continuer, puisqu'on a quand même quelque chose qui rentre le temps, donc on attendra. Mais si ça marche, demain, c'est-à-dire que souvent c'est des grosses enveloppes. Mais pour un débutant, euh, ça va être très compliqué. Si tu fais quelque chose, on te paye après. Parce que la chance, la probabilité, même nous qui demandons, chez nous, il y a certains qui paient par tranche. Il y a aussi des gens qui nous font faux bon. C'est-à-dire qu'il dit, ouais, non, je vais payer en 2 tranches, en 3 tranches. Il paye une tranche, après tu l'appelles, il dit, la tante a avalé le marteau. Voilà, donc tu fais quoi avec toi? Tu es déjà. Donc, je pense qu'il y a ces prérequis. Et puis, voilà, donc, sinon, entreprendre, si tu aimes la douleur, si tu es patient, de nature, je ne suis pas patient. Mais pour tout ce qui concerne l'entrepreneuriat et autres, je suis très patient face aux résultats parce que je sais que ça ne viendra pas très vite. Donc, si tu as ça, bah, vas-y, parce que au bout du chemin, moi je dis aux gens, demande-toi quand tu vas finir, quand tu auras, je sais pas, 70 ans, 75 ans, tu te demanderas qu'est-ce que tu as foutu ici. C'est pour ça que je dis c'est une conversation personnelle. Il ne faut pas faire ça parce que comme tu as dragué la copine là, elle a refusé, tu veux faire l'entrepreneuriat pour que, bon, demain tu demandes aussi un bon carburant pour que quand demain on va te voir, on va se dire, ah, il a réussi, donc c'est ça. Mais ça ne doit pas être voilà, la seule chose. Solutionne, utilise ça comme carburant et ensuite cherche à résoudre de vrais problèmes. Keep going. Je pense que c'est, personnellement, je pense que c'est une bonne aventure à faire. Donc, pas pourquoi pas. Et si tu n'as pas de connaissances, peut-être travaille pour quelqu'un pour apprendre un peu, pour voir un peu, et puis après, tu te lances, pourquoi pas. Tu as abordé un aspect aussi. Je profite de l'occasion où tu es là pour poser la question. Quand on voit la vitesse à laquelle l'intelligence artificielle évolue, par rapport à certains métiers, on se pose beaucoup de questions. Mhm. Et j'aimerais avoir ton avis sur le volet gestion de projet, puisque je sais que c'est un des piliers. Pour ceux qui actuellement préparent ou bien pensent préparer leur certification, par rapport déjà même au métier, est-ce que tu penses que ça a de l'avenir? Comment est-ce que le gestionnaire de projet, dans sa vie de tous les jours, bon, personne n'a la boule magique pour voir d'avance ce qui va arriver. Comment est-ce que les gens, quand même en voyant l'intelligence artificielle progresser, toujours faire leur petit bout de chemin dans la gestion de projet? C'est ça. Euh, alors, pour moi, elle est une excellente chose.
que ce soit en gestion de projet ou dans tous les métiers. Je vais te donner un exemple tout simple. Tu vois, ma première version de la formation que j'avais, PMP, la période où on s'était vu. Moi, ça m'a pris une année pour mettre en place tout le système, tout ça, avec les questions, slides, les vidéos. Ça m'a pris pratiquement 9 mois. Là, on a préparé la deuxième version. Ça a pris un mois. C'est un accélérateur pour toute personne. Pour un médecin, pour un chercheur, les gens qui font la recherche en cancérologie, pourquoi les résultats de leur recherche prennent du temps? Parce que parfois, il faut croiser cette branche de l'ADN à l'autre. Il faut faire 1000 branchements pour tester, retester, voir, revoir. Donc, ça prend, avec l'intelligence artificielle, ils peuvent aller vite. En fait, c'est un accélérateur dans toute chose. J'aimerais avoir un robot qui nettoie mon bureau, qui me dise non, il y a trop, tu pètes trop dans le bureau, il faut ouvrir les fenêtres. Voilà, il faut diminuer la lumière. Moi, j'ai vu beaucoup de couples se séparer parce que apparemment un nettoie plus que l'autre, les assiettes ne sont pas lavées, le jardin n'est pas coupé, des trucs comme ça. Donc, je dis, l'intelligence artificielle, si on l'utilise avec intelligence, il va faire les travaux pénibles. Moi, quand j'étais chef de projet, il y a un travail que je n'aimais pas beaucoup, c'était les rapports. C'est-à-dire qu'après avoir fait les réunions, pour faire les rapports envoyés à X, Y, tout ça. Maintenant, c'est du pain béni pour que les gens se concentrent sur les vraies choses et laisser l'IA faire la partie tâches administratives et tout ça. L'intelligence artificielle ne remplacera pas un chef de projet. On aura moins de chefs de projet, on aura besoin de moins de chefs de projet parce que si les tâches administratives sont occupées, une entreprise qui a par exemple 3 chefs de projet, certainement, on a tenu compte des tâches administratives. Maintenant, si l'IA peut tenir des tâches administratives pour ces chefs de projet, on peut seulement avoir besoin d'un seul. Et puis, parce que lui seul, il gère 3 projets, mais derrière, il y a l'IA qui lui fait tous les trucs. Donc, tu peux gérer. Donc, tu vois, c'est-à-dire qu'en termes de quantité, certains métiers vont bien sûr disparaître. Bon, ça, vous allez disparaître, il n'y a rien à faire parce que l'IA même fait mieux. L'IA n'a pas d'émotion du genre, non, le mari l'a parlé mal hier, elle est fâchée, elle vient, classe mal les choses. Et lui classe avec précision. Donc, ces genres de métiers vont disparaître. Pareil en gestion de projet. L'IA ne va pas t'aider. Si tu as 2 collègues qui se sont querellés, l'IA ne va pas t'aider. Bon, il peut te dire, ouais, essaie de calmer d'abord, il ne faut pas trop aller agressivement. Moi, parfois, j'ai eu quelques conflits avec certaines personnes. Je les ai écrits, ce que moi je pensais en premier lieu. Mais avant d'appuyer, envoyer, j'ai donné ça à l'IA. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de ça? Il dit non, c'est un mail très agressif. Je dis ok, d'accord, mais laisse-moi te donner le contexte. Voilà ce qu'il a fait. Il dit ok, je comprends, tu as raison, mais je dirais ça comme ça, comme ci, comme ça. Et in fine, moi j'ai quand même un message. Je dis, je veux quand même lui dire que tu m'as énervé. Mais bon, dis ça de façon. Or, à l'époque, il fallait voir des gens. Donc, très rapidement, j'ai un message qui te dit que tu m'as énervé, mais en même temps, un peu plus poli. Tu vois que c'est un outil, un super outil pour tout le monde, pour améliorer ce qu'on fait déjà, ce qu'on sait faire. Mais c'est qu'il faut que toi-même, avant d'utiliser l'intelligence artificielle, il faut que tu utilises l'intelligence humaine d'abord. Donc, si tu n'as pas d'intelligence humaine, bah, tu ne peux pas obtenir les résultats qu'il faut. Je pense que pour moi, rien ne change. Au contraire, l'IA va rendre l'humanité encore meilleure. Comme je disais la dernière fois, aujourd'hui, c'est connu que toi et moi, nous vivons 100 fois mieux que les rois au XVIIIe siècle. La preuve, c'est qu'on se lave avec l'eau chaude quand on veut, on mange 3 fois par jour. Avant, les rois ne vivaient pas comme ça, même les grands altesses. Ouais. Comme je dis,
qui se querellent parce que le mari ne lave jamais les assiettes. Quand il mange, il dépose là-bas. Ou bien il ne lave pas c'est la femme qui se plaint que c'est elle seulement qui fait la lessive et tout ça. Donc maintenant, avec l'IA, on dit, j'ai besoin de cette veste, tu donnes à ton robot qui nettoie ça, il repasse, il dépose, il dit, bon, ça fait les 3 derniers jours, tu as trop porté la couleur rouge. Aujourd'hui, je te propose, l'IA te propose même l'habillement à voir la semaine, et puis tu vois, des trucs comme ça, ou parfois, et tu auras le temps pour parler à ta femme, à tes enfants, pour rencontrer les amis, avoir des podcasts comme ça. Quand tu finis le podcast, l'IA vient nettoyer, tu as trop parlé dans le micro, tu vois, le robot nettoie tout ça, on dit c'est prêt pour le prochain. Être comme des altesses. Bon, quand on parle de l'IA, les gens voient sûrement ChatGPT en train de leur poser des questions, mais ça va dans les lunettes intelligentes. Quand tu portes des lunettes à tu marches une rue, tu cherches une adresse, il te dit passe comme ça, passe comme ça. Combien de gens ne sont pas perdus? Parfois, tu vois les gens dans les rues avec le téléphone, ils ont mis Google Maps, ils font comme ça, tu les vois, ils marchent comme ça, après, ils cherchent les directions. Avant, les gens se baladaient dans les voitures avec des cartes. Exactement. Moi, j'ai été scout. Tu vois, on lisait les trucs. Donc, ça va rendre les choses très accélérées. C'est ce que je pense. La gestion de projet ne fait aucune exception dans ça. Alors, il y a une autre question toujours liée à ça qui est aussi fondamentale, qu'on me pose même d'ailleurs, c'est les certifications même. Il y en a qui toujours se demandent, ah, est-ce qu'il faut faire la certification? Ah, est-ce qu'il n'y a pas déjà trop de gens qui font la certification? Qu'est-ce que ça m'apporte concrètement? Je vois des gens qui préfèrent, qui se disent, ah, j'ai plus confiance en quelqu'un qui a l'expérience même s'il n'a pas la certification. Au même moment, on voit plein d'offres où on mentionne, ah, c'est préféré, ou bien si tu l'as, c'est un avantage. C'est ça. Peut-être ta position va être biaisée parce que tu formes les gens, mais qu'est-ce que tu penses fondamentalement des certifications? Non, ma position n'est pas, bon, n'est pas biaisée. Je veux dire, si quelqu'un veut, il fait. S'il ne veut pas, il ne fait pas. D'ailleurs, même, c'est toi qui m'as même donné cette astuce. Quelle que soit la quantité de conseils que tu donnes à quelqu'un, s'il veut, il fait. S'il ne veut, on voit ça, même les gens qu'on accompagne, euh, celui qui veut faire l'assertif, il le fait. Celui qui ne veut pas, il ne le fait pas. Là, encore une fois, pourquoi tu veux faire la certification? Tu veux faire la certification pour avoir plus de connaissances. Bon, quel est le degré, à quel degré tu évalues ton ignorance? Quels sont les dégâts que l'ignorance cause dans ta vie? Je ne sais pas. Peut-être que l'ignorance ne cause aucun dégât dans ta vie. Tu as des gens qui gèrent tout pour toi. C'est un peu comme un enfant de riche. Par exemple, les enfants de pauvres, on t'apprend à nettoyer ton plat, à repasser tes habits, à nettoyer les maisons, à savoir nettoyer, réparer les petits trucs. Ou bien, Oui, mais l'enfant de riche, il ne fait pas ça. Il ne sait pas comment. Il y a des enfants, ils ne savent même pas comment balayer, même comment nettoyer sa chambre. c'est ça. La question est de savoir quel dégât ça cause. Donc, si tu es un enfant de pauvre, tu ne sais pas nettoyer ta chambre, ta chambre sera bordélique. Que ça sera invivable, ça va sentir mal. Mais si tu es un enfant de riche, tu ne sais pas nettoyer, mais il y a quelqu'un qui nettoie. Quel dégât ça cause? Aucun dégât. Tu vois un peu ce que je veux dire? En partant de ça, c'est à toi d'évaluer quel dégât le fait que tu sois ignorant cause dans ta vie. Si c'est parce que comme tu n'as pas de certification, tu n'arrives pas à évoluer, bah, ce n'est pas à moi de te dire de venir chercher la solution. Mais si tu arrives à évoluer, parce que ce n'est pas tout le monde qui a besoin de certification, il y a effectivement des gens qui évoluent sans certification. Le président actuel du Bénin, il a quelle certification? Aucune, il n'en a pas. Il est président. Il a occupé de grands postes.
Nous sommes bradés de certification. On est où? Tu vois, je veux dire, il faut le faire parce que tu en as besoin. Ou tu le fais parce que tu veux fermer, tu vas apprendre quelque chose. Hmm. Moi, toutes les certifications que j'ai faites, j'en ai un peu, je passais en gestion de projet, j'ai fait quelques mois. Tout le monde avait, les gens avec qui je travaillais, ils parlaient c'est-à-dire un langage que moi je ne comprenais pas. J'ai Ouais. dit, quelle histoire ça? Donc imagine, tu es dans un environnement où les gars discutent de ouais, bon, forecast, tout ça. Toi, tu dis, mais c'est quoi ils parlent? Quel dégât ça cause d'être bête devant tes collègues? Donc si tu vois que c'est très dérangeant, vite, vite, viens faire l'assertif, tu vas te mettre à leur niveau et tu es à l'aise. Mais si ça n'a aucun dégât, c'est pas la peine de dépenser ton argent. Donc c'est un peu mon raisonnement même avec ceux que j'ai en pre-sales et tout ça. Mais en gros, il n'y a aucune mauvaise connaissance. Toute connaissance est bonne. Chaque fois que je lis un livre et je découvre des choses intéressantes, je me dis, waouh, pourquoi c'est maintenant que je découvre ça? Là, j'ai un livre là, How the Brain Works, comment le cerveau fonctionne. Je pense que la tête aussi a besoin d'être challengée. Ça fait partie de la santé intégrale de l'homme. Quand les gens font le PMP, ils sont restés 4 heures en train. Ce n'est pas seulement le PMP que ça change. Même votre physiologie, la tête même se dit, oh là, vous voyez, vous musclez encore le corps, l'esprit, tout ça. Et en plus, ça soigne votre leadership, comment vous travaillez. Je ne sais pas quel prix vous donnez à ça. Moi, je veux savoir. Donc, s'il y a une formation pour ça, je n'hésiterai pas. C'est un peu mon point de vue, quoi. Bon, je Ok. ne sais pas si c'est biaisé, c'est à toi de me dire. Comme on le dit, c'est à chacun d'évaluer Voilà, et de décider. exactement. Et le dernier point sur l'IA, je voyais un post de Ricardo la dernière fois où il disait qu'il a fait l'expérience du clonage AI. Mhm. Et moi, j'avoue que personnellement, je me pose encore certaines questions parce que il y a pas mal d'aspects à la chose. Est-ce Mhm. que tu as déjà aussi de ton côté essayé? Ou sinon, est-ce que tu penses l'essayer dans les heures où j'aurai... En ce moment, tu vois, je suis en pleine récréation du nouveau cours et de restructuration, mais quand je vais finir tout ça, c'est sûr qu'on ne va pas rater ça. Ça ne va pas rater. Le papa n'a un coup. C'est quelque chose que j'ai, tu vois, sur la plateforme et que les gens m'envoient les captures sur WhatsApp. Moi, je vais dormir, je vais faire mon jardinage en paix. Je vais cloner le papa dans un Kukao là-bas. Quand tu appelles, il te parle. Ça, c'est sûr que je ferai ça. Ça, absolument. Mhm. Alors, je sais que je t'ai pris beaucoup de temps pour... Non, on est là, hein. et je sais qu'on aura encore d'autres occasions. Est-ce que tu as un dernier mot, éventuellement, pour la session de... Bon, bon, félicitations hein, pour ce que tu fais déjà. Je pense que tout ce qu'on s'est dit, c'est déjà pour nous-mêmes aussi, n'est-ce pas? Félicitations pour toi. J'espère que nulle part dans ta tête, tu hésites et tu te dis, oh bon, ça fait 45e que j'ai fait, l'audience est faible, ah, ce truc-là, non. Je pense que les gens qui font ce que tu fais, le partage de connaissances, les gens négligent un peu ce travail parce que, tu vois, d'habitude, je dis aux gens, vous qui n'aimez pas créer le contenu là, qui va éduquer vos enfants? Parce que parfois, il y en a qui font d'excellents métiers, mais personne ne sait ce qu'ils font. Quand on grandissait, tous les tontons là, nous, on ne savait pas ce qu'ils faisaient. On savait seulement qu'ils sont toujours bien habillés, ils volent l'argent dans les administrations. Bon, c'est ce que nous, on voyait, hein.
Ok, donc, finalement, on ne sait pas ce qu'ils faisaient. Or, il y en a qui font des métiers très excellents qui auraient pu inspirer des jeunes. Donc, quand vous, même si, vous, si on- vous ne- tu ne fais pas de podcast et que tu invites quelqu'un, aujourd'hui, moi, j'ai partagé mon histoire sur l'agent des joueurs. On ne sait pas qui ça va influencer. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne rêve que de ça. Ça va lui donner des idées de revoir sa stratégie. Ou ça va l'encourager à aller ou à ne pas aller. Je veux dire, continue comme ça. Moi, tu vois, sur ma chaîne YouTube, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, moi, je cherchais seulement les 4000 abonnés là pour que YouTube voilà, me classe mieux et tout ça. Parfois, on fait des vidéos. Je me dis, si une seule personne a regardé et dit ça m'a aidé, moi, ça me va. Je n'ai aucune attente. À ma grande surprise, on est à 109 000 abonnés Wow. en un an et demi. C'est quelque chose même que je regarde pas. Moi, je fais ça juste pour balancer. Hier ou, je sais pas, cette semaine, j'ai reçu un message, ah non, papa Nankukao, merci. Je suis allé passer mon examen la dernière fois le 14 juin ou le 14 mai ou quelque chose. Vraiment, tes vidéos m'ont aidé. Il faut pas arrêter ce que tu fais. Donc, quand je vois ça, je me dis, bon, mission accomplie. La bonne chose avec une vidéo, c'est que quand tu l'as, comme on l'a fait aujourd'hui, cette vidéo, elle sera toujours d'actualité dans 10 ans. Dans, je sais pas, tout ce qu'on a dit là, il n'y a rien de, qui va, peut-être que la technologie va évoluer. Les gens disent, ah, mais c'est le tonton là qui avait dit que le robot là pouvait même nettoyer les maisons sans que les femmes ne s'énervent. Donc, c'est la réalité, tu vois. Donc, je pense que c'est super capital. Moi, je vais te dire, keep going. Donc, tu dois continuer. Si tu as besoin de moi à tout moment, tu sais que tu n'as pas à hésiter. Sky is the limit. Donc, et personne ne va te limiter. C'est-à-dire que tes limites, c'est celle que toi-même tu te donnes. Mais il faut quand même garder aussi l'épaule, la tête sur les épaules pour aller. Donc, c'est tout. Je pense que tu es bien entouré. Keep going. Euh, tu m'as inspiré une autre question. Parlant de l'anglais, je sais que tu parles bien anglais. Est-ce que l'anglais aussi, la question revient toujours. Pour moi, ce n'est même pas une question à se poser, mais les gens posent toujours, ou bien réfléchissent encore à ça, ou se laissent bloquer par ça. Est-ce que l'anglais, c'est pour un francophone, est-ce que c'est encore une option ou bien c'est une nécessité? C'est le même argumentaire. Je vais te donner un exemple. Tu sais, moi, quand j'étais au lycée, je détestais l'anglais. J'étais celui qui dérangeait même les classes d'anglais. Mon prof d'anglais me détestait. Moi aussi. C'était réciproque. C'était une détestation. C'était une détestation réciproque. Bon, en fait, moi, je suis parti sur quel côté. Je me suis dit, bon, anglais, coefficient 1, mathématiques, coefficient 5. Oh, maths, physique, là, moi, je cartonnais seulement. Donc, s'il me donne 0, moi, j'ai 15 en maths. C'est vrai. Le, j'ai pas besoin de ça. Une fois, il m'a même confronté. Il dit, toi, tu vas regretter. Il dit, qui va regretter l'anglais? Qui va regretter l'anglais? Ça a quoi dans la vie de quelqu'un? Tu vois un peu l'ignorance. Parce que, en ce moment, moi, je ne sentais aucun besoin. C'est ça. Tu vois, c'est-à-dire que. Et puis, moi, je pensais toujours partir en France. C'est-à-dire que dans ma tête, je partais toujours en France pour aller étudier. La France m'a refusé le visa à 3 reprises. Et finalement, c'est en Angleterre, j'atterris, je ne parle pas anglais. Tu vois un peu le truc. Donc, moi, je dis aux gens, il vaut mieux être préparé sans avoir des opportunités plutôt que d'avoir les opportunités, mais tu n'es pas préparé. Exactement. Donc, si vous pouvez apprendre l'anglais aujourd'hui, faites-le. C'est la seule langue, n'importe où tu parles, tu trouveras au moins quelqu'un qui va pouvoir te répondre. Si tu parles kabien, tu te retrouves quelque part à Ivano-Frankivsk en Ukraine. Ils ne vont pas te comprendre.
Aussi intelligent ou intelligente que tu sois, ils ne vont pas te comprendre. Si tu parles français, tu te retrouves, je ne sais pas, dans le Caucase quelque part. Il y a de fois gens qui ne vont pas te comprendre. Donc, mais si tu parles anglais, eux aussi, c'est la première. Je ne sais pas comment les Anglais se sont pris, mais bon, c'est la première langue. Encore une fois, quels sont les dégâts que l'ignorance d'une connaissance particulière cause dans votre vie? Si les dégâts sont énormissimes, je pense que vous savez ce qu'il y a à faire. Tu vois, je donne même cet exemple. Tu vois, moi, je suis en République tchèque. Je ne suis pas venu ici pour étudier. Je suis venu pour travailler. J'ai des amis. Ils parlent tchèque plus que même les Tchèques. Wow. Et nous qui sommes venus juste pour travailler, là, on a du mal à s'en sortir. Moi, je parle, c'est-à-dire que c'est pas pour offenser certaines personnes, hein. Je parle tchèque comme, je sais pas, l'élève français. Parce que je n'avais aucune pression de me parfaire. J'ai un ami, lui parle tchèque plus que les tchèques. Pourquoi? Parce que quand il est venu ici, il est venu faire une bourse, première année la langue. S'il ne réussit pas ses examens, on cancelle. Donc du coup, les gars ont crapaché, ils maîtrisent la chose. Donc, plus tu es dos au mur, je crois que les choses se passent très bien. Donc après, maintenant, il y en a qui n'en ont pas besoin. Fort Gnassingbé a besoin de parler anglais. S'il arrive en Angleterre, on le met les plus grands interprètes. Hein. Seulement, il faut qu'il fasse attention pour ne pas dire between en disant rentre. Donc, c'est ça aussi. Donc, sinon, il n'a pas besoin. Il arrive n'importe où, on le met les grands interprètes. Bon, lui, pourquoi il va se casser la tête avec Kojo English chaque soir en train de faire I is very, very good. Tu vois, chacun de sa position doit voir ce qu'il faut faire. Tu vois, c'est ça. Ok, merci beaucoup. J'ai noté encore pas mal de choses. C'est ça. Le fait d'être payé en amont quand on veut être entrepreneur. Et ça, c'est très important. C'est une leçon. Moi, je ne la connaissais pas, quand bien même j'ai appris par l'expérience et ça a été dur. Mais là, C'est ça. maintenant, je sais qu'il y a une règle comme ça, une règle d'or comme ça. Exactement. L'autre aussi, c'est idéalement de trouver un produit élastique, donc où tu as le client qui revient. Et aussi, un élément fondamental, c'est le fait d'identifier le degré de dégâts, le degré de douleur que cause le problème pour lequel on a la solution. Et pour nous-mêmes aussi, qui voulons les solutions, jusqu'où est-ce que le besoin est là, ça justifie le pourquoi on fait les sacrifices. Encore une Exactement. fois, merci d'être passé. C'est une bénédiction pour le début du mois, le début de la semaine. Je serais ravi. Bon, la question ne se pose même pas, sauf si je ne suis pas dans la zone. On se verra donc quand tu seras dans les... Non, prépare-toi, quand je serai à Montréal, qu'on fasse un autre face à face. Ou bien, Bien c'est sûr, ça. ce sera avec plaisir. D'accord. Merci beaucoup et on se Merci, dit merci mon frère. Et tout à puis, l'heure. courage à toi aussi. Merci.